On va poursuivre et puis on reviendra bien sûr, Odile, sur tes interpellations. Didier, peut-être tu vas reprendre le flambeau sur la question des médiations, toujours des médiations de l'histoire, mais peut-être à travers le champ musical et artistique. Alors je vais essayer, effectivement. Je travaille moi surtout sur Madagascar et le Mozambique et je m'intéresse beaucoup aux cultures urbaines, à la musique en particulier. Mais avant ça, en fait, je voudrais dire un mot sur la question de l'indépendance. Donc avec Odile Gerg et Jean-Luc Martineau, il y a plusieurs années, on avait fait un colloque sur le vécu et la mémoire des indépendances africaines et on a tiré un ouvrage. Et en fait, on avait été frappés tous les trois par le fait en fait, qu'il y a la notion même d'indépendance dans la tête des témoins qui avaient été interrogés par les gens qui ont participé au colloque au livre était plurielle. Il fallait faire quelque chose avec cette pluralité, parce qu'on dit les premières indépendances, deuxième indépendance, etc. Qu'est-ce que c'est exactement ? Et pour vous donner quelques idées, donc, une anthropologue avait interrogé des paysans à Bouaké, c'est quoi l'indépendance ? En fait, pour eux, l'indépendance, c'est pas 60, c'était la fin du travail forcé, en fait. Ça, c'est la vraie indépendance pour eux. Ils mélangeaient un petit peu les choses, etc. Pour des réformistes sénégalais des années 50, c'était pas le projet singorien. Pour des Talanariviens, donc à Madagascar, de l'opposition, c'est un fief de l'opposition, c'est aussi la capitale d'État, c'est pas ce qu'allait proposer le président Philibert Tirane, qui au fond a bénéficié de l'élimination brutale de nationalistes du MDRM, mouvement démocratique de la rénovation malgache, qui a été éliminé après la répression de 1947. Il y a un ensemble d'insurrections, etc., et une répression extrêmement forte. On parle entre 30 000 et 100 000 morts. Ça crée encore aujourd'hui un traumatisme profond. Donc il y a des indépendances dans la tête des gens dans les années 50, c'est-à-dire des projets. Et évidemment, quand on travaille sur cette question de la mémoire, on a à la fois, si vous voulez, dans ces mémoires d'aujourd'hui sur les indépendances, pour les gens qui sont encore vivants, à la fois en fait les espoirs et aussi le désenchantement immédiat après les indépendances, plus tous les heurts, les difficultés, les problèmes, les tragédies post-indépendance. Donc c'est déjà quelque chose de confus. À partir de là, on peut se poser la question de cette mémoire des indépendances, officielle ou pas officielle, chez les jeunes. Moi, je pense que Odile a tout dit, et Greg aussi avant. Il y a le problème de ces médiations institutionnelles. Effectivement, on a eu des moments assez forts, ces régimes révolutionnaires et étatisant la culture, etc. Ils n'étaient pas très démocratiques, mais ils fabriquaient quand même un commun, un peu comme sur la Troisième République. Vous voyez, ça a parfois été un peu violent, etc., pour faire du corse un français. Et ensuite, ça s'est effiloché au fil des coups d'État, des heurts, etc. Donc, aujourd'hui, on est effectivement dans beaucoup... Bon, il faudrait faire des vraies enquêtes là-dessus, mais des productions historiographiques in situ en Afrique qui sont très inégales. Il y a un problème de passage de relais, de renouvellement des générations dans tous les départements d'histoire. Et donc, c'est très, très compliqué. Qui accède vraiment, en fait, à une histoire qui serait un peu plurielle, qui permettrait de réfléchir. Alors, du coup, je me suis dit pour aujourd'hui qu'il fallait un peu réfléchir, mais je le fais de manière très ouverte, et pas du tout en spécialiste, à d'autres passeurs, d'autres médiateurs, en particulier les musiciens. Donc il y en a dès l'époque coloniale qui réfléchissent, bien sûr, parce qu'en fait, ils sont portés par des moments, ils ne sont pas les seuls, où il faut mobiliser le passé. Je pense à Thomas Mapfumo, par exemple, dans ce qui est devenu le Zimbabwe. En fait, au milieu des années 70, quand il commence à jouer ce qu'il appelle la chimurenga, en fait, c'est à la fois, on parlait tout à l'heure un peu il est difficile pour les artistes africains, encore aujourd'hui, de vivre, c'était pire avant. Donc, un peu de manière stratégique, lui qui jouait du Hendrix, etc., dans les années 60, pour survivre, il va en fait intégrer des éléments de musique rituelle, le mbira, qui est justement investi par les nationalistes de deux factions rivales et qui vont s'opposer. Et c'est Mugabe, finalement, qui va tirer son épingle du jeu en 80. Et en fait, donc stratégiquement, il intègre des éléments, on va dire, d'une culture shona profonde, etc., qu'il a connu lui-même. C'est un urbain, mais il a aussi vécu à la campagne. Mais aussi, ça correspond à quelque chose d'extrêmement profond en lui. Qu'est-ce que c'est qu'être africain? Qu'est-ce que c'est qu'être zimbabwéen, etc., dans cette Rhodésie du Sud, donc dirigée par Ian Smith à l'époque, donc l'avatar de l'apartheid sud-africain. Et c'est pas étonnant en fait que Thomas Mapfumo après il soit parti du Zimbabwe, donc c'est un opposant parce que certes
il s'est mis à chanter Shona quand d'autres chantaient anglais, etc. Et donc potentiellement, il aurait pu être récupéré par une ethnicisation en fait, de la nation. Mais non, lui, il chantait Shona parce qu'il ne savait pas le nébélé ou d'autres langues. Et c'était un message plus large, un message même panafricain. Alors, en regardant en fait ce que font certains artistes aujourd'hui, on peut se dire, mais là c'est aussi ouvert, qu'il y a plusieurs usages en fait du passé, voire de l'histoire qui serait écrite par des musiciens. Alors il y a évidemment un usage, ça a été dit, plutôt critique. Ça questionne beaucoup de choses. Donc Tikenja Fakoly, nationalité, ça questionne l'ivoirité évidemment. Donc c'est quoi être ivoirien Balogi, qui est de nationalité belge mais qui est congolais, donc qui est de la diaspora congolaise, dans Kinshasa succursale en 2010, il a beaucoup de chansons comme ça. Donc quand il dit, alors tout à l'heure j'étais assez content d'entendre la question de la performance, donc dans les agoras d'Abidjan, etc. Mais il y a toute la thématique de la performance par la musique, performer la nation. C'est le titre d'un ouvrage sur la Tanzanie, donc politique d'État, mais performer la nation par le bas, par les artistes eux-mêmes. Et Balogi, en fait, quand, dans une de ses chansons, il interpelle les Congolais du Sud, de l'Est, du Nord et de l'Ouest, etc., tous Congolais, car tous apparentés, il a beaucoup de chansons comme ça où il revient là-dessus, il refait la nation, parce que la nation est défaite. Et Tikenja Fakoly ou d'autres aussi, ils ont ce souci, effectivement, de contredire l'ethnicisation, fragmentation, il n'y a plus de direction. Il faut aussi revenir peut-être aux mythes fondateurs, se reconnecter sur ces mythes fondateurs. Actuellement, un rappeur angolais, Iconoclast, est en prison avec 16 autres activistes. C'était pas bien grave ce qu'il faisait, mais ça semblait l'être quand même pour le régime Dos Santos, donc. Et Iconoclast, donc, qui est quand même assez violent contre le régime angolais. Donc là, on est la gérontocratie, la kleptocratie, enfin tout ça. En fait, c'est quelqu'un qui est issu d'une élite qui a fonctionné avec le régime, en fait. C'est un enfant du régime et de sa volte-face néolibérale, etc. Donc il connaît très bien l'intérieur, mais il s'est retourné. Et donc il interroge des gens qui continuent de prétendre défendre les idéaux de l'indépendance et de la révolution. Et il montre bien, effectivement, que ce n'est pas le cas. Alors il y a quelqu'un qui est moins connu au Mozambique, qui fait un peu le même travail, Azagaya, qui veut dire Saguet. Et lui, il montre des clips, effectivement, où vous avez des vétérans qui donc se sont battus pour l'indépendance pendant la guerre de libération mozambicaine et qui sont SDF, en fait. Donc il leur dit, voilà, il y a peut-être une contradiction. Qui regarde ces clips, etc., il faudrait faire ces enquêtes. Est-ce que ça a un effet ? Je pense que oui, auprès probablement d'une petite bourgeoisie, etc. Mais peut-être que ça va au-delà. Donc l'histoire, pour questionner effectivement, c'est ce qui divise, etc. Donc du coup, l'histoire, ça peut être, c'est assez classique, ce qui relie, aller chercher ce qui relie. Là encore, un certain nombre de chansons, donc toujours des mêmes artistes, vont chercher une direction, donner une profondeur. Ça permet de faire deux choses. Quand vous invoquez, quand vous allez pour les figures historiques, de Sundiata, Lumumba, etc., etc., ça a deux vocations. Ça donne une profondeur historique, évidemment. Sundiata, Samori ou plein d'autres. Chacun a dans son panthéon des figures comme ça. Certaines sont plus panafricaines que d'autres. Voilà. Et effectivement, ça permet à la fois de tenir un discours à des jeunes Africains. Vous avez aussi une histoire, donc ça rappelle aussi la négritude, les nationalismes culturels à différents moments tout au long du XXe siècle. Ça permet aussi de se positionner par rapport à la France-Afrique ou les équivalents. Donc donner la profondeur historique et une direction. Aller chercher aussi beaucoup de ces figures, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut finalement. C'est assez malléable. Il faudrait regarder de près comment c'est dit. Mais pour les plus récentes, Lumumba, Sankara, même Cabral, je pourrais parler de Mondlane aussi, c'est des gens qui sont morts jeunes. Ils exercent du pouvoir très, très, très court, très bref, etc. On ne sait pas ce que ça aurait donné, finalement. Donc, ça peut peut-être parler davantage à des jeunes. C'est en tout cas, il y a des choses très traditionnelles, même un peu conservatrices derrière ces figures. C'est le bon chef, intègre, courageux, etc. Donc, en fait, les antithèses de ceux qui sont au pouvoir. Qui font exactement l'inverse. Autre élément, donc ça recouvre tout ce que j'ai dit auparavant, c'est que l'histoire, c'est un réservoir de possibles, une réserve de projets. C'est toute la question, en fait, que Koselleck a bien vu, des futurs antérieurs. Donc, aller à des points de bifurcation de l'histoire, au moment où des trajectoires
ont démarré, des choses ont été lancées, et repartir, en fait. Donc il faut remettre les pendules à l'heure. Chacun le fait chez des artistes que j'ai un petit peu regardé à sa façon. Là encore, Balogi, il dit une chose intéressante dans une chanson. Il dit « Le passé est chargé, le présent est à court de batterie, le futur est à inventer, etc. » On se dit le présent est chargé, on peut le prendre dans les deux sens. Chargé parce qu'il y a des tragédies, c'est confus, il y a de l'obscurité, c'est manipulé. Mais chargé, il y a une charge, il y a quelque chose à aller chercher. Et donc, connecter la batterie du présent à ce passé chargé, avec toute l'ambiguïté que ça suppose, ça permet effectivement de redémarrer une machine ensemble et pas dans la division. David Scott, qui est aussi à Columbia, donc, qui travaille sur les Caraïbes, lui a beaucoup travaillé sur les pensées radicales et il s'est beaucoup intéressé à ces histoires, un peu les philosophies d'histoire qui étaient derrière. Et il repère chez C.R.L. James, qui a écrit les Jacobins noirs, qui est une référence au-delà des Caraïbes, le fait que entre 1938, quand le livre sort de James, et 1963, où il y a déjà eu des indépendances et que c'est pas forcément très heureux, tout simplement parce qu'il y a eu des captations d'indépendance très très tôt, donc il y a forcément des déçus très très vite, il y a en fait un moment tragique qui est passé. Donc pour lui, en fait, avant les indépendances, c'est des moments où on est dans une lyrique révolutionnaire, que ce soit Fanon, James ou plein d'autres, radicales, on peut retrouver ça aussi en Afrique, et à partir du moment où il y a une épreuve du pouvoir, il y a des enjeux, etc., des éliminations très, très rapidement, des coups d'État et autres, on est tout de suite dans le tragique. Je pense que beaucoup même de personnes qui ont parlé ce matin, les gens sont conscients aujourd'hui que c'est très fragile. On va effectivement chercher, on va bricoler, comme on bricole dans les agoras d'Abidjan, avec les usages du passé, avec les moyens dont on a, il n'y a pas toujours des livres, etc., et des choses sur Internet. On bricole, mais plus profondément, en fait, on est effectivement dans des moments tragiques, dans le sens où c'est extrêmement fragile ce qu'on est en train de fabriquer. Donc on fabrique du commun, parce que ça a été dit tout à l'heure, ça m'a marqué, Kajim disait, il visite les prisons, etc. Et Valsero, l'impression qu'il nous donnait, c'était que le Cameroun, c'est une prison. Il y a même presque une sorte de totalitarisme soft, je trouve, dans ce qu'il raconte. On peut pas, c'est asphyxiant, le Gabon aussi, etc. Donc, tout ça est très fragile. On peut sortir de la prison, ouvrir une fenêtre pour créer du possible pour toute cette jeunesse, en fait, qui ne trouve pas sa place. Effectivement, il y a quelques passeurs, mais ces passeurs, je pense, parce que dans leur vécu, ça a été très bien dit ce matin, dans leur vécu même, dans leur corps, tout ça, c'est extrêmement fragile. Donc je pense qu'effectivement, alors nous-mêmes, depuis ici et depuis nos discours académiques, etc., si on peut un peu contribuer à notre façon, même si quand on est historien européen, on est vu souvent comme un voleur de l'histoire, Djagoudi. Moi, j'ai des amis à Madagascar qui me disent « C'est très très bien ce que tu as fait, mais pourquoi c'est toi ? Pourquoi c'est toi qui as fait ça ? Pourquoi c'est toi qui nous raconte ?» Mais malgré ça, cette question-là, en fait, parce qu'il y a le colonial au milieu de ça, je pense que si on peut effectivement contribuer un peu à notre façon, aussi à appuyer cette idée qu'il faut démocratiser absolument. D'abord, il faut qu'il y ait de l'école, certes, mais il faut aussi qu'il y ait accès à une pluralité de savoirs, qu'il y ait des discussions, et à partir de bases peut-être un petit peu plus fortes. Mais là, effectivement, ça a été dit, c'est tout un chantier.